Ma belle-fille m'a envoyé un SMS. Ne viens pas à mon mariage. Mon vrai père ne veut pas que tu sois là. J'ai répondu, d'accord. Amuse-toi. J'avais décidé de ne pas me présenter, mais ma femme a insisté pour que je l'accompagne. Quand nous sommes arrivés, ma belle-fille a ordonné à la sécurité de me faire sortir. Mon épouse a souri et a dit, ce n'est rien. Je t'enverrai des vidéos après. Je me suis senti humilié et anéanti. Ce qui s'est passé ensuite était tout à fait inattendu. Je ne l'avais pas élevée pour qu'elle me déteste. Je veux commencer par là, car les gens supposent toujours que ce genre de colère provient d'un manque, d'une absence, d'une blessure profonde et purulente. Pourtant, j'étais là dès ses 8 ans, le moment où son père a disparu de la planète comme une pièce tombant dans une bouche d'égout. C'est moi qui ai pris le relais. Il ne s'agissait pas de jouer les héros ni d'essayer de le remplacer. J'étais simplement présent. J'ai préparé des déjeuners. Je suis resté assis pendant des heures à ces pièces de théâtre scolaire. J'ai payé l'orthodontie, les cours de piano, la thérapie quand elle a traversé cette horrible phase d'anxiété au lycée. J'ai donné et donné sans compter, mais je me souviens du moment où mon téléphone a vibré un mardi après-midi. Une de ces soirées tranquilles, sans rien de spécial. J'ai regardé l'écran et j'ai vu son nom, et en dessous, une simple ligne désinvolte qui m'a serré la poitrine, ne viens pas à mon mariage. Mon vrai père ne veut pas que tu sois là. C'était tout. Pas de désolé. Pas de j'espère que tu comprendras. Juste un mur froid qui s'écrasait, comme si je n'avais jamais fait partie de sa vie. Je suis resté à fixer le message un long moment, le relisant comme si les lettres allaient se transformer en autre chose si je clignais assez des yeux, mais elles ne l'ont pas fait. Et peut-être que j'aurais dû en dire plus, me battre, exiger des réponses ou déverser ma déception. Mais je n'en avais pas la force. J'ai juste répondu, d'accord, amuse-toi. Je suis resté assis dans le salon, le téléphone toujours à la main, la télévision allumée mais ignorée, pensant à toutes les petites choses que j'avais faites au fil des années et qui n'avaient clairement pas compté. Je me suis souvenu d'avoir conduit 6 heures pour la chercher à l'université après une rupture, la façon dont elle sanglotait dans la voiture comme si sa poitrine allait exploser. Je me suis rappelé comment j'avais peint son premier appartement avec elle, même si mon dos était brisé par le travail, parce que je voulais qu'elle se sente chez elle. Je lui avais donné les clés d'une de mes propriétés locatives sans contrat ni condition, parce que je voulais qu'elle économise pour le mariage. Je pensais que ces choses comptaient. Je pensais que je comptais. Quand ma femme est rentrée ce soir-là, j'étais toujours assis au même endroit. Elle a vu mon visage et a su que quelque chose n'allait pas, mais il a fallu que ce soit moi qui le dise. Je lui ai parlé du message et elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste haussé les épaules et a dit, elle est prise entre vous deux. Tu sais à quel point les mariages peuvent être émotionnels. J'ai attendu qu'elle continue, un plan pour parler à sa fille peut-être, ou même un éclair d'indignation pour moi, mais rien n'est venu. Elle a juste enlevé ses chaussures et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. C'est là que j'ai compris que j'étais le seul à encaisser le coup. Pour elle, je n'étais pas un père lésé, mais un simple inconvénient. Les jours précédant le mariage ont filé lentement. Je suis resté silencieux, distant, plongé dans le travail. De temps en temps, ma femme abordait le sujet à nouveau. Pas pour savoir comment je me sentais, mais pour insinuer, pousser, faire pression. Tu devrais quand même venir, a-t-elle dit un soir en pliant le linge. C'est pour elle, pas pour toi. Ne crée pas de problème. J'ai voulu crier. J'ai voulu lui demander pourquoi cela ne semblait pas la déranger que j'ai été publiquement désinvité d'un jour que j'avais aidé à payer, pourquoi mes sentiments étaient soudainement devenus un obstacle à sa joie. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste hoché la tête, j'ai continué à plier le linge et j'ai senti quelque chose en moi s'endurcir lentement. Le matin du mariage, je n'avais toujours pas pris de décision. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain, me rasant lentement, me demandant quel genre d'homme se présente à un endroit où il n'est pas le bienvenu. Était-ce de l'orgueil, de la stupidité, un espoir désespéré que peut-être, juste peut-être, elle changerait d'avis à la dernière seconde. Mon épouse est entrée derrière moi, ajustant ses boucles d'oreilles, et a dit, tu vas y aller, n'est-ce pas? Pas une question, pas d'inquiétude, juste une attente. Je l'ai regardée dans le miroir, j'ai vu la facilité avec laquelle elle se préparait pour un jour où je n'avais pas ma place et je me suis senti comme un fantôme dans ma propre vie. Mais j'ai dit oui, non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne voulais pas lui donner la satisfaction de dire que je faisais des histoires. Je me suis dit que je m'assiérais tranquillement au fond,
sourirait poliment et partirait avant la danse. Je me suis dit que je pouvais le supporter. Le trajet fut silencieux. Elle fredonnait avec la radio, heureuse, tapotant des doigts sur le tableau de bord comme si tout était normal. Je regardais par la fenêtre en essayant de ne pas avoir l'estomac noué. J'avais les mains froides. Je me sentais idiot, et pourtant, une petite partie de moi espérait que j'avais tort, qu'elle courait vers moi, m'embrasserait et dirait qu'elle ne le pensait pas, que tout était un malentendu. Mon Dieu, comme c'était pathétique. Nous sommes arrivés sur les lieux, un domaine viticole élégant bordé de roses blanches. Les gens se rassemblaient déjà à l'extérieur. Je suis resté quelques pas derrière ma femme, marchant comme quelqu'un qui approche de sa propre sentence. Personne ne m'a salué. Personne n'a semblé surpris de me voir non plus. Ça aurait dû être mon premier signe. En arrivant à l'entrée, 2 hommes en costume noir se sont avancés. « Monsieur, nous devons vous parler », a dit l'un fermement. J'ai pensé que c'était un contrôle de routine ou quelque chose de mineur, mais il a ensuite ajouté, « Il vous a été demandé de quitter les lieux ». Ma femme n'a même pas sourcillé. Elle n'a pas discuté, ne m'a pas défendu. Elle m'a regardé avec un sourire si léger qu'il ressemblait presque à de l'indifférence et a dit, « Ce n'est rien. Je t'enverrai des vidéos après. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ce qui m'a anéanti, ce n'est pas que les 2 gardes de sécurité, musclés et équipés d'oreillettes, mais escortés comme si j'étais une menace. C'est la marche de retour à la voiture. Cette marche lente et humiliante entre inconnus et membres de la famille, passant devant des chaises blanches et des arches florales, tous tournant la tête juste assez pour remarquer, mais pas assez pour aider. Certains chuchotaient. Quelques-uns ont eu la décence de paraître confus. La plupart ont simplement détourné le regard, faisant semblant que ce n'était pas réel. Et le pire, ma femme ne m'a pas suivi. Elle est restée pour le mariage, pour célébrer, pour sourire, boire et porter un toast à une fille qui venait de me jeter comme un invité ivre. Je me suis retourné une fois, espérant non, mendiant qu'elle change d'avis, mais elle était déjà à mi-chemin de l'allée, ajustant son châle comme si elle ne me connaissait même pas. Je suis resté dans la voiture très longtemps. Je n'ai pas conduit. Je n'ai même pas démarré le moteur, j'ai juste regardé le tableau de bord, les mains molles sur mes genoux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma gorge me brûlait, tendue comme un élastique sur le point de se rompre. Mon esprit rejouait tout, son message, le sourire froid de ma femme, les yeux vides du garde qui n'avait aucune idée si j'étais beau-père, étranger ou bienfaiteur. Pour eux, je n'étais rien. Et à ce moment-là, je me suis senti comme rien. C'était le genre de douleur qui ne crie pas. Elle reste juste là, immobile dans ta poitrine, rendant la respiration difficile. J'ai passé des années à me verser dans cette famille comme du ciment dans une fondation fissurée, et c'est ainsi que cela s'est terminé. Pas par une dispute épique, pas par une trahison scandaleuse, mais par une cruauté polie. Celle qui porte un costume et sert du champagne. J'aurais dû rentrer directement à la maison. Cela aurait eu du sens. Mais à la place, je suis allé en périphérie, à un point de vue où je l'emmenais quand elle était plus jeune, quand elle m'appelait encore « papa ». Nous nous asseyions là le samedi, mangeant de la restauration rapide dans la voiture, parlant de rien. Une fois, elle m'a demandé si je pensais que les gens pouvaient choisir leur propre famille. J'ai dit, oui, bien sûr, que l'amour était une décision quotidienne, pas quelque chose dont on héritait. Maintenant, je me demandais si c'était ce qu'elle faisait depuis toujours. Choisir. Choisir son vrai père, celui qui n'avait jamais payé un centime pour son orthodontie, ni ne l'avait récupéré quand son ex l'avait trompé. Peut-être que le sang l'emporte vraiment à la fin. Peut-être que je n'étais qu'un bouche-trou, un plan financier déguisé en figure paternelle. Quand je suis rentré à la maison, il faisait déjà nuit. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis juste assis sur le canapé, dans l'ombre, avec le silence de la maison qui m'écrasait. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Des messages de ma femme. Une photo du gâteau, une vidéo de la première danse. Un visage souriant à la fin. Je n'ai rien ouvert. Je les ai laissés là, non lus, pour rire. Ce n'était pas seulement qu'elle soit restée. C'était qu'elle n'avait même pas fait semblant d'être de mon côté. Sans doute, sans culpabilité, juste une femme parfaitement à l'aise, regardant son mari être jeté. Et pourquoi? Pour sauver les apparences. Pour ne pas agiter les eaux.
Ce bateau avait déjà coulé et elle avait sauté dans un canot de sauvetage sans regarder en arrière. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon esprit était une tempête de souvenirs, chacun frappant le suivant comme la grêle contre une vitre. Sa fête de 16e anniversaire que j'avais entièrement payée, l'acompte de sa maison quand elle s'était fiancée. Les heures que j'avais passées à les aider à planifier le mariage. Même lorsque je commençais à sentir cette distance glaciale, j'avais ignoré les signes. Je m'étais répété que toutes les familles avaient des embûches, que les mariages faisaient ressortir le pire des gens. Mais ce n'était pas une embûche, c'était une décision. Une décision délibérée. Et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de faire face à la vérité. J'avais été utilisé. Pas seulement oublié, utilisé. Le lendemain matin, ma douleur s'était déjà durcie en clarté. Je me suis levé, me suis servi un café noir et j'ai passé un seul appel à mon agent immobilier. Je veux lancer la procédure d'expulsion de l'occupant actuel, ai-je dit calmement, avec effet immédiat. Il y a eu une pause. Il est surpris. C'est ta belle-fille, n'est-ce pas? Celle à qui tu as offert la maison. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai juste dit, elle recevra la notification dans la semaine. Commençons. J'ai raccroché sans dire un mot de plus, respirant plus profondément que depuis des jours. Il y avait quelque chose de purificateur là-dedans. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la rancœur, juste des limites. C'était la première ligne que je traçais pour moi-même depuis des années. Ensuite, je me suis connecté au portail de la compagnie aérienne et j'ai ouvert l'itinéraire de lune de miel que j'avais entièrement financé comme cadeau de mariage. Billet de première classe, complexe hôtelier tout compris, forfait complet. Je suis resté à fixer l'écran un instant, pensant à l'expression sur son visage quand elle avait ouvert l'enveloppe, comme elle avait crié et m'avait serré dans ses bras comme si j'étais l'homme le plus important du monde. Puis j'ai appuyé sur annuler la réservation. Pas de remboursement. Je m'en fichais. J'ai cliqué sur les messages d'avertissement avec des doigts fermes, comme un chirurgien excisant une tumeur. Quand j'ai eu terminé, j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière. Le silence de la maison ne ressemblait plus à un deuil, mais à une liberté. 1 heure plus tard, ma femme est entrée par la porte, ses talons résonnant sur le sol. « Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone ?» a-t-elle craché. Elle est en larmes. Les vols ont été annulés et quelqu'un a laissé une lettre d'expulsion à la réception. « Qu'est-ce que tu es en train de faire, bordel ?» Je l'ai regardé calmement. Presque détaché. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je me retire de l'équation. Elle m'a regardé incrédule. Tu es égoïste. Tu es en train de ruiner sa vie pour un orgueil stupide. Je n'ai pas scié. Elle a ruiné la relation quand elle a décidé de m'humilier devant tout le monde. Et toi, tu l'as permis. Donc non, je ne suis pas égoïste. J'en ai fini. Elle a ouvert la bouche comme pour protester, mais rien n'est sorti. Juste ce silence stupéfait que les gens ont quand ils réalisent que leur contrôle s'est évaporé. Elle est restée là, la mâchoire pendante, tandis que je passais devant elle vers la cuisine. Je me suis servi une autre tasse de café et je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. La ligne était tracée et pour une fois, j'étais du bon côté. La matinée après l'avis d'expulsion et les vols annulés, la maison était différente. Pas plus silencieuse, mais plus claire, comme si le brouillard s'était enfin levé et que la forme de ma vie se dessinait nettement. Mon épouse ne me parlait presque pas. Elle faisait un spectacle de tiroirs claqués, de plats qui s'entrechoquaient, de marmonnements entre ses dents comme un orchestre passif-agressif de déception. Je l'ai laissé jouer la pièce. Je n'ai pas demandé ce qui n'allait pas parce que je le savais déjà. Je savais aussi que je ne m'en souciais plus, pas dans ce sens froid et insensible que les gens utilisent souvent. Je ne m'en étais pas assez soucié pendant trop longtemps. C'était le problème. J'avais porté cette famille comme un sac à dos trop rempli, pliant sous le poids de leurs besoins, de leurs sentiments, de leurs complications. Et à la seconde où j'avais osé poser ce sac à dos, ne serait-ce qu'un instant, j'étais devenu le méchant de leur histoire. Très bien, qu'ils m'appellent méchant. Au moins, les méchants dorment la nuit. J'ai continué ma journée comme si de rien n'était. J'ai appelé l'entrepreneur pour enfin commencer la rénovation du garage. J'ai réservé un massage que je repoussais depuis des mois et j'ai passé l'après-midi dans le patio à poncer un vieux banc que j'avais toujours dit que je restaurerais. De temps en temps, mon téléphone vibrait.
des appels de sa famille, des messages vocaux dont je n'avais pas besoin d'écouter le contenu pour le savoir, accusation, indignation, incrédulité. Le soupir collectif d'un public qui découvre que le paillasson s'est levé et a décidé de marcher. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie vocale, les laissant s'accumuler comme des feuilles dans un jardin que je ne me sentais plus obligé de balayer. Ils avaient eu des années pour me respecter. Ils ne l'ont pas fait. Alors maintenant, ils allaient devoir apprendre quel bruit fait le silence. Vers 16 heures, ma femme a finalement rompu sa série passive-agressive et a jeté son sac sur le comptoir. « Tu vas vraiment l'expulser ?» a-t-elle aboyé, les bras croisés. Je n'ai pas levé les yeux du banc. Elle n'est pas locataire. Elle n'est pas de la famille. Elle l'a très clairement indiqué. Sa bouche s'est tordue avec ce genre de rage réservé à ceux qui sentent qu'ils perdent le contrôle sur quelqu'un qu'ils ont toujours pensé céderait. Tu es cruel, vindicatif. C'est ta fille, bon sang. J'ai mis la ponceuse de côté et je l'ai finalement regardée. Ce n'est pas ta fille de son père biologique. J'étais juste le bailleur de fonds que l'on a jeté quand je suis devenu incommode. Son visage est devenu rouge et pendant une seconde, elle a semblé sur le point de pleurer, mais à la place, elle a lâché, elle était émotive. Tu aurais dû être le plus mature. C'était la limite. Cette phrase, la phrase que les gens utilisent quand ils veulent que tu ravales ta douleur pour leur confort. Sois le plus mature. Code pour laisse les gens te piétiner et souris pendant qu'ils le font. J'ai fait un pas vers elle et j'ai dit, doucement et fermement, j'ai été le plus mature pendant 12 ans. Plus que son père, plus que ton silence, plus que chaque moment où j'ai été ignoré et utilisé. J'ai fini d'être un homme bon. Maintenant, je vais être juste. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Peut-être que ce n'était pas le cas. Peut-être que l'homme qui disait oui à tout, qui finançait les rêves de chacun tout en ignorant les siens, avait finalement trouvé une colonne vertébrale. Ou peut-être qu'il s'était finalement souvenu qu'aimer ne signifiait pas s'immoler pour que les autres restent au chaud. Elle a attrapé son sac et est sortie en claquant la porte. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai pas appelé. Je suis retourné poncer le banc. Le rythme était plus régulier maintenant. Il y avait quelque chose de thérapeutique à enlever les vieilles couches écaillées, révélant la vérité brute et propre en dessous. Cette nuit-là, j'ai écouté les messages vocaux. Non pas parce que je prévoyais de répondre, mais parce que je voulais entendre une dernière fois la bande-son de leur sentiment de droit. Sa tante m'a traité de sans cœur. Son cousin a dit, tu as ruiné le jour le plus heureux de sa vie. Son père biologique oui, l'homme qui n'avait pas pris la peine de se montrer à sa remise de diplôme universitaire a laissé un message me traitant de lâche et d'aigri. J'ai ri. J'ai ri pour de vrai, car aucun d'eux ne savait ce que j'avais réellement fait. Je n'ai rien ruiné. Je me suis juste retiré d'un jeu truqué. J'ai finalement fermé ma main et me suis levé de la table. Qu'il distribue la prochaine donne sans moi. Le lendemain, je suis allé à la maison. Non pas pour discuter, non pas pour expliquer, juste pour livrer la deuxième copie de l'avis d'expulsion et changer les serrures. Comme c'était autorisé. J'ai frappé. Elle a ouvert la porte en survêtement, les yeux gonflés, la bouche rigide. « Tu es sérieux ?» a-t-elle sifflé. Je lui ai tendu les papiers sans répondre. Elle les a pris d'une main tremblante. « Tu fais ça à cause d'un mariage ?» J'ai failli sourire. Non. Je fais ça à cause de 12 ans de manque de respect et d'un rappel final que je n'ai jamais fait partie de ta vraie famille. Tu as fait ce choix. Je ne fais que l'honorer. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois, ou comme si elle entendait une langue qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Elle n'a pas pleuré, ne s'est pas excusée, elle a juste dit « bien » et a refermé la porte. Et c'était tout. Pas de cris, pas de réconciliation, juste le silence. Un silence froid, propre. Celui qui arrive après qu'une tempête de neige se soit dissipée et que tout soit immobile. Cette nuit-là, ma femme est rentrée et a réessayé. Un ton plus doux. Elle était submergée, a-t-elle dit en enlevant son manteau. Nous l'étions tous les deux, ai-je acquiescé. Alors, peut-être qu'il est temps pour nous tous de découvrir à quoi ressemble la vie quand les gens doivent faire face aux conséquences de la façon dont ils traitent les autres. Elle a marché lentement vers moi, tâtonnant le terrain. Tu ne le penses pas. Tu es juste blessé. Je l'ai regardé sans ciller. Je pense chaque mot que j'ai dit depuis le moment où elle m'a fait jeter comme un étranger. On ne revient pas en arrière après ça. On avance seulement.
Et à ce moment-là, j'ai su que nous n'allions pas survivre à cela, ni en tant que couple, ni en tant que partenaire. Quelque chose de fondamental s'était brisé. Peut-être pas avec fracas, mais avec une série de petites fissures silencieuses qui s'étaient finalement ouvertes complètement. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Pas encore. Mais elle l'a vu. C'était dans mes yeux, dans mon silence, dans la ligne que j'avais tracée et mon refus de la reculer. Les conséquences sont arrivées rapidement et bruyamment. À la fin de la semaine, il semblait que tous les téléphones de la maison sonnaient en même temps. Le sien avec des membres de la famille suppliant, menaçant, manipulant, et le mien avec des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années développant soudain une boussole morale sur ma cruauté. C'était presque impressionnant de voir à quelle vitesse le récit avait changé. J'étais passé de l'homme qu'il avait élevé, aimé, soutenu et s'était tenu à ses côtés à travers chaque chagrin d'amour à être le monstre qui avait ruiné sa vie pour une seule erreur. Mais la vérité est que ce n'était pas une seule erreur. C'était l'acte final d'une très longue pièce où j'avais toujours été le figurant, l'homme serviable, le silencieux, le jetable. Et maintenant que j'étais enfin descendu de scène, tout le monde était furieux. Il ne pouvait plus m'utiliser comme décor émotionnel. Les messages sont devenus plus désagréables chaque jour. La sœur de sa mère en a laissé un en pleurant, disant que j'avais brisé la famille. Son cousin, que j'avais aidé à obtenir son premier emploi, a dit que je devrais avoir honte de laisser une jeune femme sans foyer. Bien sûr, ils ignoraient qu'elle avait un autre foyer, un emploi, un mari. Pour eux, la maison n'était pas un cadeau, c'était un droit acquis, parce que j'avais donné trop et trop facilement pendant trop longtemps. Et maintenant que j'établissais des limites, ils appelaient cela une punition. Ils ne pouvaient pas comprendre que ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Je ne voulais blesser personne. Je ne pouvais simplement plus me vider de mon sang pour des gens qui souriaient pendant que je le faisais. J'ai pensé à bloquer les numéros, mais quelque chose en moi voulait les écouter. Chaque mensonge, chaque accusation, chaque torsion désespérée de l'histoire. J'avais besoin de savoir à quel point leur sentiment de droit allait loin. Ce n'était pas du masochisme. C'était de la confirmation, la preuve que je ne l'avais pas imaginé, que les années où j'avais douté de ma valeur dans cette famille n'étaient pas de l'insécurité, mais une sagesse silencieuse qui demandait à être entendue. Un message se démarqua, un long et confus discours du père biologique, plein d'insultes. « Tu as toujours trop essayé », disait-il. « Elle est à moi. Tu n'étais que le remplaçant. » Je l'ai écouté 2 fois. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça ne faisait pas mal. Ça confirmait tout ce que je savais déjà. Et pour la première fois, je n'ai ressenti que du soulagement. Quelques nuits plus tard, j'ai reçu la visite inattendue d'un vieil ami, Elias. Un type que je n'avais pas vu en personne depuis des années, mais avec qui j'avais gardé un contact occasionnel. Il avait vu le drame se dérouler sur Internet. Apparemment, un cousin éloigné de ma femme avait posté un statut cryptique sur Facebook à propos d'un beau-père maléfique et d'un mariage gâché. Je n'avais pas réalisé que les ragots étaient arrivés sur les réseaux sociaux. Elias a sonné, m'a tendu un pack de 6 bières et a dit « Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive, bordel ?» Nous nous sommes assis sur le porche comme au bon vieux temps, la nuit fraîche et calme. Je lui ai raconté tout, du début à la fin, sans montage, sans rien adoucir. Il a écouté en silence et quand j'ai eu fini, il a lâché un long et lent sifflement. « J'ai toujours pensé que tu étais trop bon pour ton propre bien, » a-t-il dit. J'ai ri amèrement. Apparemment, je n'étais pas assez bon. Il a secoué la tête. « Non, mon gars, ce n'est pas ça. Tu étais pratique. Il y a une différence. Ça leur convenait tant que tu leur facilitais la vie. Dès l'instant où tu as voulu du respect, tu es devenu un problème. » Cela m'a frappé fort. Non pas parce que c'était nouveau, mais parce que c'était enfin dit par quelqu'un qui n'essayait pas de me manipuler. Quelqu'un qui n'avait rien à gagner. Nous avons parlé pendant des heures de la loyauté, du travail invisible que les hommes font dans les familles et qui est rarement reconnu, de ce qui se passe quand on arrête de répondre aux attentes et qu'on commence à exiger. Il m'a parlé de son propre divorce, des années qu'il avait passées à faire semblant d'aller bien pour que les autres soient à l'aise. « Tu n'es pas cruel », a-t-il dit. « Tu es libre, et ça les dérange. » Cette phrase est restée avec moi longtemps après son départ. Longtemps après que la lumière du porche se soit éteinte et que la maison se soit enfoncée dans le silence. Ça les dérange. Dans les jours qui ont suivi, l'air dans la maison a changé. Ma femme me regardait à peine. Elle cuisinait pour elle-même,
mangeait en silence et évitait le contact visuel comme si j'étais contagieux. Je ne l'ai pas pressée. Je ne lui ai pas demandé si elle voulait parler. Si elle avait quelque chose à dire, elle le dirait. Mais elle ne l'a pas fait. Et dans son silence, j'ai trouvé une sorte de paix étrange. J'avais passé tellement d'années à essayer de réparer, de calmer, de maintenir tout à flot. Maintenant, je laissais juste couler, et ça faisait du bien. Pas d'une manière vengeresse, mais d'une manière tranquille et nécessaire, comme enlever une chaussure serrée après une longue et douloureuse journée. Un après-midi, je suis passé devant notre photo de mariage dans le couloir et je me suis arrêté. Je l'ai regardé longtemps. Nous avions l'air heureux alors, vraiment heureux. Et peut-être que nous l'étions. Peut-être que pendant un temps, l'amour était réel, l'espoir intact. Mais le temps a une façon de décoller la belle peinture, révélant la pourriture en dessous. Ce n'est pas un seul moment qui nous a brisés. Ce furent 1000 petites décisions. Elle choisissant de se taire chaque fois que sa fille me rabaissait. Elle choisissant de privilégier les apparences sur ma dignité. Elle choisissant, encore et encore, de me laisser porter seul le poids émotionnel. Je ne pouvais plus le porter. Je ne voulais pas. Cette nuit-là, j'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste pris un oreiller, une couverture et j'ai fermé la porte derrière moi. Le lit était plus petit, le matelas plus ferme, mais j'ai dormi mieux que depuis des semaines. Sans rêve, sans pensée tourbillonnante, juste le calme. Quand elle m'a vu le matin, elle n'a pas dit un mot. Elle a juste cligné des yeux, s'est détournée et s'est éloignée. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle avait aussi pris sa décision. Le silence entre nous s'étirait, long et mince, comme du verre sur le point de se briser. Elle reconnaissait à peine ma présence. Elle se déplaçait dans la maison comme une colocataire que je n'aurais jamais choisie. Je n'attendais plus de confrontation. Cela aurait demandé un effort. Ce que je recevais, en revanche, c'était de l'évitement. Une épaule froide dans chaque couloir, une porte fermée derrière chaque soupir. Je passais mes matinées dehors, à régler de petits projets que j'avais ignorés pendant des années. La gouttière, la clôture de la cour arrière, une vieille lampe qui bourdonnait trop fort. Il ne s'agissait pas de productivité. Il s'agissait de mouvement. Le mouvement me maintenait sain d'esprit, car à l'intérieur de cette maison, tout restait lourd, attendant que quelqu'un allume la mèche. Elle a finalement explosé un jeudi. Je venais d'entrer du garage, les mains encore poussiéreuses, quand elle est apparue dans la cuisine, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Ses yeux étaient rouges, même si elle essayait de faire semblant que non. « Je ne peux pas continuer comme ça », a-t-elle dit, sans émotion, comme si elle annonçait la météo. Je l'ai regardée calmement. « Alors, ne le fais pas », cette réponse a semblé la prendre par surprise. Elle a cligné des yeux. « C'est tout ? Tu ne veux même pas parler de ce qui nous arrive ?» J'ai posé mes outils doucement sur le comptoir et je me suis appuyé contre l'évier. J'ai essayé de parler pendant des années. Tu n'as simplement jamais écouté. Maintenant, tu es en colère parce que j'ai arrêté d'essayer. Sa mâchoire s'est serrée. Tu agis comme si je ne t'avais jamais soutenu. Comme si je n'avais pas essayé de maintenir cette famille unie. J'ai secoué la tête lentement, non pas avec colère, mais avec incrédulité. Tu n'as pas essayé, tu as géré. Il y a une différence. Gérer signifie adoucir les choses, faire semblant que tout va bien pour que personne ne soit mal à l'aise. Soutenir signifie défendre quelqu'un, même quand c'est compliqué, surtout quand c'est compliqué. Quand elle m'a fait jeter de ce mariage, tu as souri. Tu n'as même pas sourcillé. Et maintenant, tu veux faire semblant que nous traversons juste un mauvais mois. Elle n'a pas répondu. Elle a détourné le regard, et j'ai pu voir qu'elle n'était pas préparée à cette version de moi. L'homme qui ne reculait pas et ne s'excusait pas d'établir enfin des limites. Elle a fait un pas de plus. Sa voix a monté. J'essayais de la protéger. C'est ma fille. Cette phrase est tombée comme une gifle. Non pas parce qu'elle m'a surpris, mais parce qu'elle confirmait tout. J'ai acquiescé. Exactement. C'est ta fille, pas la nôtre. Ça ne l'a jamais été. J'étais juste le portefeuille avec un nom de famille, le siège supplémentaire aux événements scolaires, le gars qui souriait, payait et attendait une miette d'appréciation qui n'est jamais venue. Elle semblait abasourdie, comme si je venais de défaire la vérité qu'elle ne voulait pas admettre. Tu exagères,
a-t-elle murmuré. C'est là que je l'ai lâché. Non pas avec fureur, mais avec une vague brute et profonde qui s'était accumulée pendant des années. Sais-tu ce que ça fait d'être assis devant le mariage de ta propre belle-fille pendant que ta femme danse à l'intérieur comme si de rien n'était, ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. Sais-tu ce que ça fait de recevoir un message disant qu'on ne veut pas de toi après avoir payé la maison où elle vit? Après avoir acheté sa robe, sa lune de miel, tout? Et quand même se présenter, juste pour essayer, pour être jeté comme des ordures pendant que tu restes là sans bouger le petit doigt? Ce n'est pas un problème de proportion, c'est un problème de trahison. Elle a commencé à pleurer, mais les larmes arrivaient trop tard. Mal dirigée. Pas pour moi, mais pour son inconfort maintenant qu'elle ne pouvait plus manipuler le récit. Je ne savais pas qu'elle irait si loin, a-t-elle dit doucement. J'ai pensé que peut-être elle changerait d'avis en te voyant. Cela a fait plus mal que prévu, car cela signifiait qu'elle savait que je n'étais pas le bienvenu et m'avait quand même emmené comme un agneau au sacrifice. Alors, tu m'as utilisé, ai-je répété, comme toujours. Parce que tu pensais que peut-être, elle aurait un changement de cœur. Mais elle ne l'a pas eu. Et ça t'a convenu, tant que ça ne gâchait pas les photos. Elle s'est essuyé le visage, la colère brillant derrière les larmes. Ce n'est pas seulement à cause du mariage. Tu as été différent pendant des mois. J'ai acquiescé. Oui. Je me suis fatigué. Fatigué d'être le second dans un mariage où j'étais censé être un partenaire. Fatigué de donner sans recevoir. Fatigué de faire semblant que ton silence n'était pas un choix. Elle a pris une profonde inspiration et a demandé ce qu'elle savait déjà. Et maintenant? J'ai marqué une pause. Non pas parce que j'hésitais, mais parce que le dire à voix haute le rendait réel. Maintenant, tu t'en vas. Garde ta fille. Vous deux vous êtes choisis. Moi, je choisis la paix. Elle n'a pas discuté. Non. Cette fois, elle m'a regardé longuement, cherchant quelque chose, peut-être une faille ou du regret. Mais elle n'a rien trouvé. Je ne reculais plus. Elle est montée à l'étage en silence. J'ai entendu des tiroirs, des fermetures éclairs, des cintres s'entrechoquer. C'était surréaliste de voir un mariage se démanteler en temps réel après tant d'années. Mais je ne l'ai pas arrêté. Je ne lui ai pas demandé de rester. Je suis juste resté dans la cuisine, appuyé contre l'évier, regardant la lumière s'estomper et les ombres grandir sur les murs. Elle est descendue avec 2 valises. Rien de plus. Pas de photos, pas de souvenirs, pas de longues étreintes. Au revoir. Elle s'est arrêtée à la porte et a regardé en arrière. Tu ne t'en soucies vraiment plus. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu avec une tranquillité finale. Je m'en suis assez soucié pour nous deux pendant 12 ans. J'ai fini de le faire seul. Et avec ça, elle est partie. Sans claquement de porte. Juste le clic doux de la porte se fermant derrière elle. La maison s'est sentie immense cette nuit-là. Chaque son résonnait. Je me suis assis sur le canapé seul, sans télévision, sans musique, juste le silence. Et pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je ne me sentais pas lourd. Je ne ressentais pas de culpabilité. Je ne ressentais pas de regret. Je me sentais libre, comme un homme qui se souvenait enfin de sa propre valeur. La première matinée seule dans la maison a semblé irréelle, comme si les murs retenaient leur souffle, attendant de voir si je m'écroulerais sous le poids de ce que j'avais fait. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis réveillé doucement, sans la tension habituelle dans mes épaules, sans la peur silencieuse que j'avais portée pendant des mois. Et pendant un instant, j'ai simplement écouté le néant. Pas de pas, pas de dispute lointaine, pas de tiroir qui claque ou de plainte murmurée, juste le silence. Un silence propre, intact, qui ne ressemblait pas à de l'abandon, mais à un redémarrage attendu depuis longtemps. J'ai marché dans le couloir pieds nus, le bois froid sous mes pieds, et chaque pas me faisait me sentir plus présent que depuis des années. C'était presque étrange à quelle vitesse la maison s'est transformée sans personne d'autre à l'intérieur. Elle est devenue plus légère, d'une certaine manière, comme un animal épuisé qu'on autorise enfin à se reposer. Et tandis que j'étais dans la cuisine avec une tasse de café, regardant l'espace vide où son sac avait l'habitude d'être, j'ai réalisé que le vide ne m'effrayait pas. Il me réconfortait. Parce que pour la première fois depuis plus d'une décennie, la maison était à moi. Pas un champ de bataille, pas un terrain d'essai, pas un endroit où je devais gagner le droit d'appartenir. Juste à moi.
Plus tard cette semaine-là, je me suis retrouvé à conduire sans destination particulière, laissant la route me mener vers un endroit tranquille. J'ai fini au bord du lac, en périphérie de la ville, un endroit que je n'avais pas visité depuis que ma belle-fille était assez petite pour penser que lancer des pierres et les faire sauter sur l'eau était le plus grand exploit du monde. Je me suis garé et j'ai marché vers l'eau, le gravier crissant sous mes chaussures selon un rythme lent et régulier qui reflétait en quelque sorte le battement de mon cœur. Le lac était immobile, presque comme un miroir, avec seulement une vague occasionnelle provoquée par le vent coupant la surface. Je me suis assis sur un banc et j'ai laissé les souvenirs arriver. Les bons. Ceux que j'avais été trop en colère pour affronter ces dernières semaines. Je me suis souvenu comment elle courait devant moi sur le sentier, criant « Allez! Tu es trop lent !» Je me suis souvenu de son premier bulletin de notes après que je l'ai aidé en maths pendant tout un semestre. Je me suis souvenu des matins de Noël où elle déchirait les cadeaux avec une joie enfantine et insistait pour que je m'assoie à côté d'elle parce que « tu dois voir ça ». Et même si ça faisait mal, je me suis permis de ressentir ces souvenirs sans amertume. Parce que le passé n'était pas faux. L'amour que j'ai donné n'était pas faux. Ce qui avait changé n'était pas les années que j'avais passées à l'élever, mais le moment où elle avait décidé que ces années n'avaient plus d'importance. Et je n'allais pas laisser la faim empoisonner toute l'histoire. Elle avait pu m'effacer, mais je n'avais pas à m'effacer moi-même. Je suis resté assis plus longtemps que prévu, le vent se levant et tirant sur ma veste tandis que les nuages glissaient paresseusement au-dessus de nous. Et à un certain point, entre la tranquillité de l'eau et le passage du temps, une idée m'est venue. Une réalisation que j'avais évité de nommer. Je ne regrettais pas ce que j'avais donné. Je regrettais à qui je l'avais donné. Cette vérité faisait mal, mais elle me libérait aussi, car pendant des années, je m'étais blâmé de ne pas être assez. Assez comme père, assez comme homme, assez comme mari. Mais la réalité était plus simple. J'aurais pu être 2 fois l'homme que j'étais et cela n'aurait toujours pas compté pour des personnes qui ne valorisaient que ce que je fournissais, pas qui j'étais. Et assis près de ce lac, j'ai compris quelque chose d'encore plus profond. Ce n'était pas mon travail de convaincre qui que ce soit de ma valeur. C'était mon travail de la protéger. J'ai échoué pendant des années, mais plus maintenant. J'apprenais maintenant à garder les parties de moi-même que j'avais données trop facilement. Sur le chemin du retour, une nouvelle pensée a commencé à se former. Calme, ferme, surprenante. Je n'étais plus en colère, ni contre elle, ni contre ma femme, ni même contre moi-même. J'avais simplement terminé. Il y a une sorte de paix qui ne vient qu'après qu'une tempête a tout déchiré, ne laissant derrière elle que la structure de qui vous êtes vraiment. Et dans cette version réduite de moi-même, j'ai vu des possibilités que je n'avais pas vues auparavant. Je pouvais voyager. Je pouvais renouer avec mes frères. Je pouvais consacrer du temps à travailler sur les choses que j'avais toujours mises de côté parce que quelqu'un d'autre avait un besoin plus urgent de moi. Je pouvais choisir à quoi ressemblaient mes journées au lieu d'être entraîné par des obligations qui n'étaient jamais accompagnées de gratitude. L'idée semblait presque rebelle. J'avais passé tellement de temps à être nécessaire que j'avais oublié ce que ça faisait de vouloir des choses pour moi-même. Quand je suis entré dans l'allée de la maison, j'ai remarqué une petite enveloppe sur la marche avant. Pendant une seconde, j'ai failli ne pas la ramasser. J'ai supposé que c'était une autre tentative de la part de sa famille, peut-être une lettre chargée de culpabilité ou un verset passif-agressif conçu pour me faire honte jusqu'à la soumission. Mais quand je l'ai ouverte, j'ai été surpris de ne rien trouver de tout cela. C'était une note simple de ma voisine, Madame Turner, une dame âgée que j'avais aidée quelquefois avec le jardin. J'ai entendu ce qui s'est passé, disait-elle. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi pour t'être défendu. Il y a des gens qui n'apprennent jamais à le faire. Ce n'était pas long, ce n'était pas émotionnel, mais j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine en la lisant. Peut-être que le monde n'était pas rempli de gens attendant de profiter. Peut-être que j'avais juste fréquenté les mauvais cercles pendant trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai marché lentement dans la maison, éteignant les lumières, vérifiant les portes, m'arrêtant ici et là pour observer les espaces vides où les disputes vivaient autrefois, où le ressentiment inexprimé respirait. Et à un certain point, entre le salon et le couloir, j'ai réalisé que je n'étais pas seul du tout. J'étais solitaire, oui, mais la solitude et la douleur de manquer quelque chose. Et pour la première fois de ma vie, je ne manquais de rien. Tout ce qui était indigne était parti. Tout ce qui était digne restait, y compris moi. J'ai terminé la nuit dans la cour arrière, appuyé contre la balustrade, regardant le ciel silencieux. Et tandis que les étoiles clignotaient faiblement au-dessus,
j'ai senti quelque chose qui ressemblait à une conclusion s'installer dans mes os. Pas une fin dramatique, pas une victoire triomphante, mais une acceptation tranquille que mon histoire ne se terminait pas avec eux. Elle commençait avec moi. Et dans ce silence doux et constant de la nuit, je me suis fait une promesse. Simple, mais plus forte que n'importe quel vœu que j'avais fait. J'ai promis que je ne me diminuerais plus jamais pour des gens incapables de me voir. Je ne confondrai plus jamais le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Je n'échangerai plus jamais ma dignité contre la proximité d'une famille qui ne voulait pas de moi. Je construirai quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'aurais pas à mendier, quelque chose basé sur le respect, la réciprocité et la vérité. Et pour la première fois depuis des années, j'ai cru que je le méritais.